Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce regard croisé portant sur le développement de l'inclusion numérique au travail. Je suis Amandine Brugière, responsable des études au sein de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. La transformation digitale des entreprises, c'est une transformation profonde, voilà, qui n'est pas nouvelle. Depuis 10, 15, 20 ans, le sujet est en place. Il touche à toutes les fonctionnements de l'entreprise, à la manière dont on collabore, à distance, en présence, à la manière dont on produit, bien sûr, à la manière dont on entretient la relation client, dont on contrôle, anime, régule l'activité, dont on prévient aussi les risques et les risques sur la santé. Bref, tout un ensemble de choses qui peuvent contribuer, en tout cas, à l'exclusion de certaines populations au travail. Et par exclusion, on peut entendre à la fois des formes de décrochage au regard des usages et de la capacité d'agilité et de maîtrise, on va dire, des outils numériques, et donc des risques d'obsolescence aussi des compétences. Mais par décrochage, on peut entendre aussi toutes les formes de mise à distance de la dynamique collective, parce qu'on perd la compréhension ou on rentre pas dans les processus, enfin où les individus n'arriveraient pas à rentrer dans les processus organisationnels. On sait qu'à peu près en France, il y aurait, et d'après l'INSEE, 13 millions de personnes qui seraient en situation d'électronisme. Et c'est ce qui a justifié, on va dire, les politiques publiques des années précédentes et encore aujourd'hui en faveur de l'inclusion numérique auprès de la société civile. Mais qu'en est-il dans l'entreprise? Ça, c'est une question qu'on n'a pas tout à fait chiffrée. Et surtout, quelle forme ça peut prendre? Les formes d'exclusion ou d'électronisme ne sont pas seulement le fait ou forcément le fait de populations qui seraient en bout de chaîne, qui seraient seulement des exécutants. Et la question de l'accompagnement de la transformation digitale, elle se joue aussi en amont de la chaîne, auprès des acteurs qui insèrent et qui vont participer à dématérialiser le travail, à dématérialiser les processus de travail d'un côté, ceux qui prescrivent l'activité, ceux qui vont la négocier, ceux qui vont l'encadrer, etc., etc. La question de la transformation digitale, elle nécessite peut-être que tout un ensemble d'acteurs soient mis autour de la table et puissent discuter un peu plus et de façon concertée des transformations à l'œuvre. Je pense qu'il n'y a plus besoin de convaincre personne quand on dit que la digitalisation n'est pas qu'un fait technique, c'est un processus social et organisationnel. Et donc l'objectif de ce regard croisé est justement de rentrer et d'essayer de se donner des clés de lecture et d'action sur les dynamiques organisationnelles et les dynamiques collectives à l'œuvre dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut agir dessus et comment le dialogue social peut être un levier efficace pour encadrer ces transformations. Depuis vos organisations syndicales respectives et au regard de ce que vos adhérents vous font remonter, vous partagent comme type d'impact, et ce que vous voyez vous-même en tant que représentants syndicaux, comment voyez-vous la transformation digitale aujourd'hui et quels sont les risques justement d'exclusion, les impacts en matière de conditions de travail et de parcours professionnel pour les populations au travail? Alors, Sébastien, pour redonner la parole. Comment abordez-vous cette question-là? Merci Amandine, vous avez évoqué notre secteur qui est quand même composé de 80% d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc c'est un secteur assez composite, associations, coopératives, mutuelles. Il y a de très grosses structures, mais il y a une majorité de petites structures. Donc c'est vrai que la question de la prévention des outils liés au numérique s'est posée pour nous en lien avec la capacité des structures de se saisir de ce sujet sous l'angle de la qualité de vie au travail. C'est un sujet de fond pour nous. On réalise tous les 3 ans un baromètre sur ce sujet. Et on s'est aperçu dans le baromètre qu'on a organisé en 2016 qu'en réalité, il y avait un sujet, il y avait un souci sur cette capacité de nos employeurs à prendre cette question-là et surtout à en faire en sorte que les salariés soient bien impliqués dans les projets d'organisation, dans les projets de transformation digitale. Et au fond, ce que nous disait cette étude, c'est qu'il y avait une dégradation de la qualité de vie au travail dès lors que les salariés n'étaient pas associés au projet de transformation numérique. Alors on a regardé cela. Et on a essayé de creuser. Donc on a regardé cela, on a essayé de creuser. On a mené donc un diagnostic paritaire avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés dans ce qu'on appelle chez nous le groupe de dialogue social national qui fait de la délibération sociale avant négociation. Et donc on a travaillé donc avec l'ANACT,
à une étude diagnostique qui nous a permis, dans 6 grands secteurs d'activité, différents secteurs, de définir quelques impacts et quelques dimensions structurelles de ce que ça voulait dire pour nos employeurs d'appréhender cette question numérique. Ces secteurs, par exemple? Alors, le secteur de l'animation périscolaire, le secteur du médico-social, le secteur de l'aide et soins à domicile, il y avait le secteur de l'insertion également, la mutualité, les coopératives participatives. Donc, on avait un secteur assez large et qui nous permettait d'appréhender le sujet sur l'ensemble de nos composantes et l'ensemble de nos entreprises. Et donc, les employeurs ont mis en avant la question de la participation aux transformations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nos employeurs aujourd'hui, et c'est ce qui ressort forcément, c'est qu'il y a trois grands sujets qu'il faut prendre en considération. D'abord, l'approche numérique est appréhendée plus de façon réactive que proactive. C'est ce qui ressortait de ce diagnostic. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était plus sous pression d'un nouveau système d'information, de la mise en place d'outils permettant de développer l'agilité des collaborateurs, sur les tablettes numériques, sur la capacité de développer un nouveau système intranet ou extranet, etc. Et on avait donc quelque chose qui était plus regardé en mode réactif que proactif. Ça, c'est le premier enseignement de l'étude. Le deuxième enseignement de l'étude, c'est celui que le principal enjeu perçu par nos employeurs sur la transformation numérique est celui de l'emploi. Alors, soit en positif, en disant il y a des leviers, il y a une capacité de développer, on peut développer de nouveaux emplois, soit en négatif, en disant attention, ça peut détruire des emplois. Et donc, ça peut être un effet contre-productif par rapport à ce qu'on évoque dans le cadre du repérage des évolutions technologiques et de leur impact sur la qualité de vie au travail. Le troisième élément qu'on a mis en évidence, c'est qu'en réalité, pourquoi on met en place une transformation numérique? On met en place une transformation numérique parce que c'est sous pression des marchés ou du marché, ou c'est sous pression des usagers, c'est-à-dire que des bénéficiaires, qu'ils soient clients, qu'ils soient adhérents, en disant au fond, on s'adapte par rapport à une situation qui fait partie d'un écosystème dans lequel on est obligé de prendre en considération des effets leviers pour éviter de se retrouver complètement à côté de la plaque, quoi. Voilà. Ça, ce sont les impacts. Après, je peux vous parler, ça, ce sont les grands constats de ce qui ressort de l'étude. Et ensuite, il y a deux, trois impacts de la transformation numérique qu'on a pu mettre en évidence, puisque notre ambition, c'était de regarder en quoi cette étude pouvait alimenter la prévention des risques professionnels et la question de comment on aborde la question des conditions de travail en lien avec cette dimension numérique. Et là, on a relevé effectivement 3-4 impacts. Le premier, c'est il y a une dualité sur la perception des outils numériques, à la fois par le salarié et par l'employeur, à la fois la volonté de renforcer de l'agilité, de la transparence, de la collaboration et de permettre au fond de développer de la connaissance, mais il y a aussi cette question du reporting, du contrôle parfois, de la traçabilité, qui peut poser des questions par rapport à qu'est-ce que ça veut dire d'aller protéger les données d'un collaborateur, qu'est-ce que ça veut dire de contrôler ou pas un collaborateur qui se situe dans une situation où il utilise des outils digitaux. Et donc, ça c'est un vrai sujet. Il y a un deuxième élément, ce qui est la fragmentation des temps et du travail. Et on voit bien aujourd'hui, avec la question du télétravail, de la déconnexion, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet sur la capacité de regarder en quoi le fait de ne plus être en collectif de travail toujours présentiel peut engendrer soit des formes d'éléments extrêmement pratiques qui renforcent l'efficience d'une organisation, parce qu'on sait que, ça a été montré, hein, qu'on est plus productif et les collaborateurs sont plus productifs quand ils ne sont pas dérangés dans un collectif de travail, mais ça peut aussi engendrer des phénomènes d'isolement et des phénomènes qui peuvent engendrer une forme de difficulté à appréhender des outils et des actions sans être entouré, managé dans un cadre qui humanisé, puisque la numérisation peut déshumaniser. Voilà. Et qui favorise les apprentissages, en fait. Voilà. Et qui favorise les apprentissages. Et donc, l'idée, c'était vraiment de regarder si on pouvait trouver un bon équilibre entre le tout numérique et le télétravail en soi doit rester un choix et donc ne peut pas être une contrainte. La situation qu'on a vécue là avec le confinement d'un télétravail total est une situation de contrainte qui pose des questions et qui d'ailleurs a pu mettre en évidence des risques qu'il faut travailler. Puis le dernier point, c'était sur la question de la polarisation des emplois et la lutte contre la fracture numérique. Et on voit aujourd'hui que cette lutte contre la fracture numérique, ce n'est pas parce que vous donnez à une auxiliaire de vie sociale ou à un animateur périscolaire une tablette qui sait s'en servir et qu'il est en capacité de regarder comment il peut interagir avec son
son responsable, avec son bénéficiaire, etc. Donc ça veut dire qu'il faut acculturer, ça veut dire qu'il faut encadrer, et ça veut dire qu'il faut aussi donner des cadres, de dire à un moment donné, quand on est à son téléphone, on peut le consulter, envoyer des SMS jour et nuit si on veut. Quand on est dans une situation de travail et qu'on a une tablette ou un téléphone, il faut que ce soit un peu régulé. Voilà. Bénédicte Moutin, du côté de la vision employée, voilà, qu'est-ce qui remonte jusqu'à vous? En fait, ça fait vraiment écho à ce que vient de dire M. Darrigan. En fait, la transformation digitale dans l'entreprise, elle transforme les organisations du travail, elle transforme les conditions de travail, elle transforme les modes de collaboration, elle transforme les conditions de réalisation du travail. Et en fait, souvent, même si ça s'améliore beaucoup ces dernières années, mais on pensait que la maîtrise de l'outil suffisait à faire évoluer le salarié dans son travail, et si on lui expliquait le fonctionnement d'un logiciel ou bien d'une commande numérique dans une chaîne de production, etc., ça suffisait. Mais dans la vraie vie, ça suffit pas en fait. On se rend compte que il y a à la fois la maîtrise de l'outil numérique, mais à la fois les apprentissages autour des usages, des utilisations et de toutes les interactions que ça produit. L'exemple du télétravail que vous avez évoqué en confinement, on avait repéré un certain nombre de choses avant, mais alors là, dans la période, ça nous a vraiment sauté à la figure, cette question autour du besoin d'apprentissage. On peut savoir utiliser l'ordinateur, ça ne veut pas dire qu'on sait télétravailler. Et savoir télétravailler, c'est un apprentissage particulier. Quand on est dans l'entreprise, en présentiel, on est dans un collectif de travail avec un manager, ça régule les aléas de production, ça régule les relations, ça régule les difficultés. Quand on est seul devant son ordinateur, eh bien, ce qu'il faut qu'on puisse mettre en place, en avant, quand on est salarié, c'est son autonomie, sa capacité de prioriser ce qu'on a à faire, comment j'interpelle mes collègues qui sont à distance, comment je rends compte du travail que j'ai fait, et tout ça. Et ça demande véritablement d'être accompagné. Alors, on a pu s'apercevoir au moment du confinement que à la fois beaucoup de personnes faisaient du télétravail pour la première fois, c'était une primo-expérience, et beaucoup l'ont plutôt bien vécu, mis à part les questions souvent de domicile qui n'étaient pas adaptées, etc., ou de présence des enfants, des conciliations, voilà. Sphère privée, personnelle. Mais quand on leur demande s'ils veulent continuer à faire du télétravail, ils disent oui, mais à 80%, mais pas autant que le télétravail que j'ai fait. En fait, ils veulent absolument pouvoir régler, y compris en lien avec leur travail, avec leurs besoins, parce que beaucoup de notions d'isolement, de sentiments d'abandon chez les salariés est remonté. Le besoin d'interagir avec le collectif de travail est resté primordial. Alors effectivement, on voit que pour la question de la transformation numérique, ça veut dire aussi de pouvoir faire face à tous les impacts induits de l'utilisation du numérique. Et si on ne fait que de l'apprentissage de l'outil sans accompagner l'apprentissage aux usages et aux collaborations, à ce moment-là, ça fonctionne mal. Alors on a vu même l'émergence des risques psychosociaux dans ce cadre-là, puisque effectivement les gens sont en difficulté, ils ont perdu leurs repères, et là à ce moment-là il y a besoin de cette régulation. Et d'ailleurs il y a un enjeu majeur du point de vue du management, c'est le renouvellement du management. Le manager aujourd'hui, il doit à la fois manager une équipe en présentiel et une équipe en distanciel. Et quelquefois, les deux en même temps. Et les deux en même temps, voilà. Donc, on est dans une forme, avec la transformation numérique, on peut être dans une forme d'hybridation des organisations de travail, pas très prise en compte jusqu'à présent, mais qui nécessite vraiment de faire évoluer les pratiques de faire évoluer les pratiques managériales, et puis d'être regardé.
Et tout ça, ça suppose une chose très importante, c'est que les projets de transformation numérique, ils ne se fassent pas uniquement par une décision de l'employeur qui met en place des formations, qui donne quelques éléments d'explication, mais il faut vraiment qu'il y ait une association des travailleurs, des salariés, dans le processus, y compris parce que, et surtout parce que d'ailleurs, ils sont experts de leur travail. Et quand il y a des modifications, c'est eux qui sont en capacité de dire, eh bien, ces modifications, ça va changer telle chose ou telle chose, c'est possible ou ça n'est pas possible, ou ça nous apporte des contraintes supplémentaires ou pas. Et au même titre que quand il y a un changement de machine ou autre dans l'entreprise, la transformation digitale, elle doit permettre ce dialogue autour des conditions de réalisation du travail. On appelle ça le dialogue professionnel d'ailleurs, c'est comment on échange autour de la modification, du changement, des nouvelles façons de travailler et comment derrière on maintient le collectif de travail autour de ces choses qu'on met en commun et qui permettent d'avancer sur les transformations. Alors en effet, il y a deux sphères possibles d'action. Donc vous le disiez, le dialogue professionnel, c'est-à-dire les échanges entre les équipes, inter-équipes, le management et les équipes. Et les directions bien sûr, et puis d'un autre côté le dialogue social, donc là qui met en œuvre les instances, les représentants du personnel, les représentants employeurs, et justement comment les fédérations que vous représentez aujourd'hui agissent pour accompagner ce dialogue social dans l'entreprise. Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les chaînes qui sont à l'œuvre et en quoi il est important pour vous, et c'est le fruit de l'activité de vos fédérations syndicales, de construire un cadre branche, interprofessionnel, national, pour que ça puisse aller aussi et soutenir le dialogue social dans les entreprises. Ou comme vous voulez. Je poursuis. Oui, allez-y, allez-y. On agit à deux niveaux, nous. On agit à deux niveaux. Le premier niveau, mais toujours dans un cadre paritaire. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important... Paritaire, ça veut dire à chaque fois... Avec les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs, donc employeurs-salariés. C'est un sujet, comme vient d'expliquer Mme Moutin, qui est un sujet qui doit être appréhendé dans un cadre paritaire. Soit avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent, soit dans le cadre d'un dialogue professionnel avec les salariés, quand il n'y a pas d'instance représentative du personnel. Et donc, on a mené deux actions là-dessus. La première, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle un engagement de développement de l'emploi et des compétences. C'est faire de la prospective un peu en gestion prévisionnelle sur le secteur. Donc, c'est les EDEC. Ce qu'on appelle des EDEC. Bon, c'est un peu technique, mais ça s'appelle des EDEC. Et dans ce cadre-là, avec les syndicats de salariés, on travaille à des parcours de formation en lien avec les organismes de formation professionnelle, qui permettent de dire, on identifie des programmes de formation qui sont éligibles à la prise en charge par les organismes de collecte de la formation professionnelle et qui ensuite permettent aux employeurs d'aller trouver des leviers financiers pour développer des formations en direct pour leurs salariés sur la question de l'inclusion numérique. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé sur l'électronisme, où on a mis en place un programme tout à fait adapté avec l'Agence nationale de l'électronisme, de lutte contre l'illettrisme, qui vient répondre aux situations d'illectronisme dans ce cadre-là. Donc on a un premier travail EDEC, donc qui est un travail sur la question de la formation professionnelle. On a un deuxième travail qui est la question effectivement du dialogue social et qu'on appréhende effectivement dans une notion, nous, transversale. C'est-à-dire qu'on considère que ce sujet peut être appréhendé dans des cadres globaux et dans des entreprises, qu'elles soient associatives, coopératives ou mutualistes, parce que quand on évoque la question de la prévention des risques professionnels, de l'organisation du travail en lien avec le numérique, au fond, quel que soit le type d'entreprise, on se situe avec les mêmes problématiques, si ce n'est que les échelles hiérarchiques dans l'entreprise peuvent engendrer plus ou moins de prise en main des sujets et à différents niveaux. C'est-à-dire qu'une entreprise très structurée avec un DRH, avec des instances représentatives du personnel, aura probablement plus de facilité à mettre en place et accompagner un projet de transformation en accompagnant le changement dans une dimension globale qu'une petite structure où il n'y a pas forcément de fonction RH, il n'y a pas forcément d'institution représentative du personnel, et là ce sera peut-être plus difficile. Et ça, pour nous, c'est le rôle des branches professionnelles. C'est-à-dire que vous avez le niveau national qui regroupe l'ensemble des branches professionnelles. Les branches professionnelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles définissent des cadres d'action
qui concernent l'emploi, la formation, la protection sociale, le dialogue social, et qui vont ensuite s'imposer ou s'adapter aux entreprises, notamment aux plus petites entreprises. Et il y a un vrai enjeu sur les entreprises de moins de 50 salariés. C'est là la cible principale quand on fait du dialogue social sur ces sujets, c'est de cibler les entreprises de moins de 50 salariés et c'est de dire au fond, dans un cadre national, je vais demander aux branches professionnelles que je représente d'accéder prioritairement à ces entreprises-là pour les aider à accompagner leur projet de transformation. Alors comment on fait? D'abord, on a défini un cadre qui est d'accompagnement du changement, c'est-à-dire que partant effectivement en impliquant l'ensemble des parties prenantes, en disant on ne peut pas mettre en place un nouveau système d'information, on ne peut pas mettre en place un nouveau système intranet, on ne peut pas mettre en place un système sur l'intelligence artificielle sans avoir autour de la table l'ensemble des parties prenantes pour accompagner en amont de la mise en place du projet les impacts de ce projet d'un point de vue de l'organisation du travail, d'un point de vue de la prévention des risques professionnels. Donc il y a bien sûr les salariés, qui sont les meilleurs concernés par ce qu'ils vivent, mais il peut y avoir aussi le prestataire extérieur qui accompagne effectivement le sujet. Qui est un prescripteur. Qui est un prescripteur, exactement. Il peut y avoir un financeur qui peut être à un moment donné sur le sujet en disant ben, « moi ça m'intéresse, une collectivité ou autre, etc. » Et donc on met tout le monde autour de table pour définir un cadre partagé sur qu'est-ce que ça veut dire et où on va et quels sont les impacts globaux. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut prendre les choses non pas par le petit bout du droit à la déconnexion ou du télétravail. Il faut prendre la question sous l'angle de l'organisation du travail. Donc dans une optique un peu large et qui prend en considération l'idée d'un diagnostic partagé qui doit permettre effectivement de se poser sur qu'est-ce que ça veut dire, comment je prends en considération les évolutions induites par la transformation numérique, sur l'emploi, sur les conditions de travail des salariés, sur la formation professionnelle, peut-être même sur la façon dont l'entreprise doit muter dans ses modes d'organisation. On parle beaucoup aujourd'hui de est-ce qu'il faut travailler plus en coworking, est-ce qu'il faut que les entreprises décentralisent davantage les choses, et est-ce que entre le présentiel et le distanciel. Donc ça a des impacts très forts en réalité, cette affaire-là, sur la façon dont l'entreprise doit se penser demain aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, et donc on a partagé ce diagnostic dans une dimension de conduite du changement, on intègre ce qu'on appelle la notion d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on dit on est en capacité de dire positivement qu'on peut expérimenter des bonnes pratiques et on incite à l'expérimentation des bonnes pratiques parce que ça fait remonter ça dans un cadre national et ça nous permet aussi de mesurer les impacts d'un accord dans le temps en disant on met en place des indicateurs, un droit à l'expérimentation, on regarde les bonnes pratiques et on fait évoluer les choses. Donc on est sur un système itératif qui dit on négocie, mais on ne négocie pas qu'en descendant, on fait aussi remonter des territoires et des entreprises, des dimensions importantes qui permettent d'accompagner les transformations et de faire évoluer les cadres, voilà, et de faire évoluer les cadres de l'accord. Ensuite, il y a toute la dimension prise en main du sujet par les acteurs concernés. Alors, il y a les salariés, il y a les employeurs, il y a les bénévoles chez nous, donc il y a toute la formation, tous les enjeux de formation qui sont à prendre en considération dans ce cadre-là. Et ceci lié avec la maîtrise d'usage, c'est-à-dire comment je fais pour mieux maîtriser les outils, comment je fais pour lutter contre la fracture numérique et comment je fais pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes soient bien au fait de ce qu'ils doivent appréhender pour développer les outillages importants. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le respect de la vie personnelle, la déconnexion, le télétravail, c'est-à-dire en fait c'est tous les usages induits par la transformation numérique qu'on appréhende dans un cadre un peu large puisqu'on va aborder dans l'accord les questions de contrôle de l'activité, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que peut faire un employeur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. On va évoquer la question de la protection des données personnelles des salariés, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On va évoquer la question du télétravail. D'ailleurs, à ce titre-là, on va annexer, ça c'est un élément très opérationnel, on va annexer à l'accord une charte du télétravail. Donc on va charter la façon dont les entreprises peuvent reprendre à leur compte la question du télétravail avec tous les aspects de mise en œuvre du télétravail. Donc vous leur faites gagner du temps en indiquant ce que peut contenir une charte ou un accord. On les outille et donc on va annexer donc, à cet accord une charte du télétravail qui va permettre à toutes les entreprises du secteur de reprendre l'accord dans l'annexe, ils auront la charte et de mettre en application cette charte dans leur entreprise, ce qui nous permet nous de nous assurer que tout ce qui est mis en place dans nos entreprises est conforme au droit du travail et conforme à notre conception de l'innovation sociale dans le dialogue social, parce que cette charte, on la voudra aussi un peu innovante, elle est en cours de négociation.
et puis derrière de redéfinir ce qu'on appelle, nous, un nouveau contrat social. C'est-à-dire, au fond, c'est en tant qu'employeur de l'économie sociale et solidaire, on a des obligations. Évidemment, on est redevable de la santé et de la sécurité de nos salariés, mais on est aussi attendu, et c'est normal, sur l'articulation avec les valeurs du secteur, de l'économie sociale et solidaire, le sens au travail, etc., et la façon dont on met en articulation ces valeurs avec les pratiques de nos employeurs. Et donc, cet outil, cet accord doit être pour nous le début de ce qu'on appelle l'émergence d'un nouveau contrat social qui doit nous permettre d'appréhender ces questions de qualité de vie au travail de façon systémique et en espérant travailler sur des questions un peu plus innovantes. Voilà. Bénédicte Moutin, la CFDT est très engagée dans la négociation qui a en cours, la négociation nationale sur le télétravail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Voilà, et comment ça impacte justement les entreprises? Oui, en fait, le dialogue social il se situe à tous les niveaux dans l'entreprise pour traiter des situations de l'entreprise, sur les territoires quelquefois. Hein. On sait que par exemple dans les observatoires du dialogue social, il y a des choses qui se font, y compris sur l'accompagnement des entreprises du territoire en matière de transformation numérique. Enfin, on voit qu'il y a le dialogue social, il peut s'exprimer à différents niveaux. Dans les branches, vous l'avez indiqué. Et puis, il y a le niveau national, effectivement, où le dialogue social peut permettre d'encadrer plus largement, en tout cas de donner des repères plus largement aux entreprises sur tel ou tel sujet. Concernant le télétravail, on a bien vu ce qui s'est passé durant le confinement et effectivement les partenaires sociaux, après le confinement et la mise en place imposée et massive du télétravail, se sont dit que c'était sûrement un sujet à revisiter au regard de ce qui s'était passé. On ne vit plus un télétravail comme on le vivait, un télétravail régulier avant. Oui, ça n'empêche pas que le travail régulier peut toujours exister, etc. et que c'est toujours un peu la norme standard, mais en tout cas, et puis la question du volontariat autour du télétravail, mais du coup, les partenaires sociaux se sont dit que il était important de faire une sorte de diagnostic dans un premier temps sur ce qui s'était passé dans le cadre du confinement et avant, un diagnostic autour du télétravail. Et puis, d'autant que l'accord précédent concernant le télétravail date de 2005, donc on voit que quand même il y a eu quelques évolutions en matière de digitalisation des entreprises. Et puis, il y avait eu quelques modifications et quelques concertations en 2017 à l'occasion des ordonnances travail qui ont précisé quelques éléments sur le télétravail. Mais l'idée là, c'était un peu de voir ce qui s'était passé. Et de faire des comparatifs aussi avec la mobilisation du télétravail avant, etc. Puisque, en fait, dès 2005, l'idée collective des partenaires sociaux, c'était un développement très important du télétravail dans les années à venir. Et puis, au final, dans la vraie vie, c'est toujours pareil. Les chiffres sont assez... le télétravail officiel avant la crise sanitaire était de l'ordre de 17%. Voilà. Alors qu'on aurait doublé, quadruplé là au moment du confinement. Voilà. Et donc, du coup, on a fait ce diagnostic, y compris interpellé l'ANACT qui avait fait une étude, ou d'autres, des prospectivistes aussi sur des scénarios qu'ils imaginaient. Et ce travail a permis l'élaboration de ce diagnostic qui a été validé par les organisations patronales et puis 3 organisations syndicales, dont la CFDT. Et à la suite de ce diagnostic, à l'initiative plutôt des organisations syndicales d'ailleurs, on a décidé collectivement de s'engager dans une négociation. Une négociation pour justement, à partir des constats qu'on avait faits et des éléments qu'on avait recueillis au moment du diagnostic, pouvoir progresser du point de vue du télétravail, du point de vue de la compréhension des différentes formes de télétravail, de ce que ça suppose, de ce que ça impose en termes de formation, en termes de management, en termes d'organisation du travail, et d'aller vers une négociation qui va ouvrir d'ailleurs le 3 novembre prochain, d'un accord national interprofessionnel sur le télétravail et qui encadre et qui donne ses repères pour les entreprises
quand je dis entreprise, c'est autant pour l'employeur que pour les représentants du personnel, que pour les salariés eux-mêmes. Hein. L'idée, c'est que ça parle à tous les acteurs de l'entreprise et qu'ils y trouvent des éléments pour pouvoir discuter dans l'entreprise sur ces questions-là. Ou dans la branche d'ailleurs, hein, puisque on évoque aussi le dialogue social de branche. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir permettre un encadrement collectif et d'aller vers un encadrement collectif du télétravail dans les entreprises, avec des repères communs, adaptés bien évidemment aux situations. Et là, c'est extrêmement important parce qu'on voit aujourd'hui que dans beaucoup d'entreprises, il y a des accords de télétravail qui sont négociés. Et qui sont en train d'être renégociés. Oui, alors soit des accords qui existaient déjà, qui sont renégociés du fait après avoir tiré les enseignements de la période, ou des entreprises qui n'avaient jamais fait de télétravail et du coup qui ont besoin de poser un peu des choses, souvent ces entreprises veulent faire des chartes, et puis en face il y a les représentants du personnel qui disent nous on aimerait bien aussi pouvoir travailler, et du coup ils négocient des accords, mais du coup avec une vision du télétravail qui est plutôt antérieure et qui nécessite aussi d'être réactualisé, etc. Donc pour eux, c'est déjà un très bel exercice de se mettre autour de la table, autour de ces questions-là. Et puis, l'idée quand même, c'est que les entreprises puissent ensuite suivre et renouveler, renégocier au fil du temps leurs accords en intégrant les particularités de l'organisation du travail de l'entreprise, les besoins de mobilisation des outils digitaux, etc. Et donc là, on voit que dans ces démarches, on regarde aussi la question des conditions de travail, la question des risques professionnels, la question de comment on entoure tout ça. La notion d'expérimentation que vous évoquiez, elle existe en dehors des questions de télétravail dans les entreprises, souvent sur l'idée de la qualité du travail et des transformations. C'est un vrai plus de cheminer collectivement dans l'entreprise sur ces sujets-là et de ne pas être dans une approche patronale, enfin employeur d'un côté, une approche salarié de l'autre côté, qui se confrontent, mais qui ne se comprennent pas. Et ça, c'est le dialogue social, en clair, c'est peut-être au début d'avoir chacun des visions différentes et puis de cheminer ensemble pour rapprocher, en tout cas trouver des points de convergence et trouver quelque chose qui apporte à tout le monde, quoi. Sur l'inclusion numérique, vous en parliez tout à l'heure, de la formation. Les partenaires sociaux, ils travaillent aussi sur des dispositifs de formation, le CLEA numérique, qui est comment on acquiert les connaissances de base en matière de numérique, ou alors des processus de formation qui permettent de regarder plus précisément, de faire l'analyse du travail pour pouvoir avancer sur ces questions-là. On parle des dispositifs AFEST, qui sont des dispositifs d'accompagnement individuel du salarié. De formation en situation de travail, donc voilà. Pas décorrélé de l'environnement. Voilà. Et donc, le salarié, il est en situation de travail et il apprend de la situation de travail dans un parcours organisé et précisé. Mais du coup, le fait de regarder collectivement dans quel cadre ça se passe, ça permet aussi d'irriguer sur le collectif de travail dans la compréhension de comment fonctionne en fait le collectif. D'améliorer du coup la situation. Tout à fait, les questionnements qui se posent et comment d'ailleurs on intègre, on accueille quelqu'un dans le collectif de travail. Et du coup ça, c'est aussi permis par le dialogue social dans l'entreprise parce que ça suppose des conditions optimum pour le faire. Alors, si on continue notre avancée en poupée russe là et qu'on remonte jusqu'à la poupée la plus grosse, il y a donc ce qui se passe dans l'entreprise avec la capacité de négociation propre à toute entreprise. Il y a ce qui peut se passer dans la branche ou après l'interbranche ou l'interprofessionnel, ce qui
ce qui se passe au niveau national, et il y a aussi le niveau européen. Et il se trouve que cette année se termine et aboutit une négociation par des partenaires européens de différentes catégories, paritaires, enfin, à la fois la Confédération européenne des syndicats, Business Europe, le Centre européen des employeurs et des entreprises fournissant des services publics, des représentants de PME, bref, voilà, tout un ensemble d'acteurs qui se sont mis d'accord sur un accord encadrant justement la transformation digitale des entreprises. Comment cet accord européen impacte le dialogue social en France, sur le territoire national et dans les entreprises? Sébastien, par exemple, comment est-ce que vous recevez ça, et ça peut être un appui supplémentaire pour négocier des choses dans les entreprises? Oui, alors cet accord européen, il se trouve que moi j'ai participé à la délégation employeur qui a participé, qui a négocié cet accord, puisque nous, l'UDES est adhérent à une des 3 organisations que vous citiez, patronales au niveau européen. Et dans ce cadre-là, les délégations étaient assez fournies et j'ai participé à une des délégations qui a négocié. Je dois dire que j'étais agréablement surpris de la façon dont les partenaires sociaux qui se sont saisis de façon autonome de cet accord. C'est pas un accord qui va donner lieu à une directive européenne. C'est un accord qui n'est pas normatif, mais qui vise à renforcer les questions pédagogiques autour de la question numérique. Et je dois dire que les discussions qu'on a avec la Confédération européenne des syndicats sur cet accord étaient extrêmement fertiles, et que le travail auquel nous sommes arrivés, qui fait, je crois, l'unanimité des organisations des 2 côtés de la table, est tout à fait structurant et au fond nous a permis, nous, d'alimenter très fortement nos travaux. C'est-à-dire que quand l'accord européen, qui met en évidence très clairement ce qu'ils appellent un processus circulaire, qui permet de partir, d'explorer, de regarder, de diagnostiquer paritairement les sujets, employeurs, salariés, de définir des cadres d'action issus du diagnostic, de mettre en place des mesures permettant d'accompagner la transformation et d'évaluer. Donc, ce processus circulaire qui a été mis en place au niveau de l'accord européen, on l'a repris, nous, en partie dans ce qu'on appelle l'accompagnement du changement, c'est-à-dire que tout le diagnostic paritaire qu'on fait en ouverture du projet d'accord qu'on est en train de négocier s'appuie notamment sur cette dynamique circulaire définie dans l'accord européen. Il faut dire aussi que on a beaucoup poussé, nous, en tant qu'employeurs, à définir, mais en toute connaissance de cause, sans être naïf, mais à définir quand même les aspects positifs de la numérisation. Il y en a forcément, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des leviers très forts. Alors, dans un cadre européen, on le voit d'autant plus qu'avec aujourd'hui l'accompagnement par exemple, si on prend le New Green Deal, par exemple, les transitions écologiques à l'œuvre et tout le plan européen sur le New Green Deal, on voit que la transformation digitale est un levier important pour accélérer les processus. On voit que l'intelligence artificielle peut avoir des effets très forts sur la question de l'économie, de la santé, au niveau européen également, et donc au niveau français, bien évidemment. Et donc, on voit bien aujourd'hui les effets positifs de cet accord. Il se trouve que les Français sont plutôt plus en avance que nos homologues européens, puisque nous, on a dans la loi le droit à la déconnexion pour les entreprises de plus de 50 salariés. Enfin, en tout cas, l'obligation de négocier sur ce sujet. C'est une obligation de moyens, pas de résultat, mais une obligation de moyens. Et il se trouve qu'au niveau européen, ce droit à la déconnexion n'existe pas. Il n'existe d'ailleurs pas dans l'accord qui a été négocié, il y a eu tout un débat sur ce sujet, notamment les pays du Nord n'étaient pas très favorables à mettre dans la négociation de l'accord autonome le droit à la déconnexion. Mais nous, en France, on l'a été plus loin. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur ces sujets, il faut qu'on soit, on est un peu moteur. La France peut être un peu moteur dans ces accords européens. Il faut se le dire quand ça arrive, en effet. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a, sur certains sujets, plutôt un dialogue social riche qui a permis de désavancer sur ces sujets. Et puis, par ailleurs, je pense que c'est très intéressant, moi, je retiens ça, tout le travail qui a été fait sur les directives protection des données au niveau européen est un travail extrêmement intéressant. La RGPD. Exactement, la RGPD, GDPR en anglais. Donc, tout ce travail-là sur la protection des données peut tout à fait alimenter, et dans l'accord autonome, il y a des choses très intéressantes là-dessus, sur la façon dont on doit prendre la question de la protection des données donc protection des données du salarié et contrôle de l'activité qui permet effectivement d'éviter de faire n'importe quoi et surtout de protéger à la fois l'employeur, mais pour protéger aussi le salarié sur ces sujets.
Alors on voit le dialogue social est important dans la transformation des entreprises et en même temps il n'est pas facile à gripper. Enfin là on voit que petit à petit finalement entre les accords nationaux, branches européens, ça se construit et on arrive à trouver des prises pour essayer d'influer et d'agir sur le fait social, sur le fait organisationnel. En quoi quand même cette question du numérique constitue un challenge parce que quelque part la transformation elle n'est pas nouvelle. Voilà, ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans qu'elle est à l'œuvre dans les entreprises. Pourquoi on a mis tant de temps quand même pour se saisir de ces questions? Bénédicte, je ne sais pas si vous avez un regard, vous travaillez depuis longtemps sur ces sujets. Oui, enfin moi je travaille depuis longtemps hein, sur ces questions-là et ce qu'on peut voir c'est que ça s'accélère en fait. Il y a une espèce d'accélération des transformations, des nouvelles modalités. Il y a pas si longtemps que ça, une transformation numérique, c'était un changement d'un écran sur une machine en bout de chaîne. Aujourd'hui, on est sur des connexions, des interconnexions, des équipes qui sont tout autour du monde. Enfin voilà, plein de changements et ça va toujours de plus en plus vite. Et donc du coup, le dialogue social, ça veut dire qu'il faut à la fois que d'un côté l'employeur qui s'inscrit dans cette transformation numérique, digitale, monte son projet. Et puis en face, il faut qu'il y ait aussi, par exemple, les représentants du personnel et les salariés qui comprennent que ça ait du sens, etc. Et donc, il faut réussir à avancer à la fois que l'employeur ait un coup d'avance, mais en même temps qu'il embarque l'ensemble des acteurs du dialogue social dans l'entreprise et que tout ça, c'est du sens au final. Et le risque, autrement, c'est un petit peu la sortie de route. C'est-à-dire que quand c'est pas compris, quand les transformations ne sont pas comprises, quand elles ne sont pas accompagnées, on a parlé de l'accompagnement au changement, de la conduite du changement, c'est essentiel. Si ça n'est pas au cœur du dialogue social et du dialogue professionnel dans l'entreprise, on peut rapidement avoir une réaction de défiance, de repli sur soi des salariés qui ne voient pas l'intérêt, qui voient qu'il y a un changement, mais qui n'y voient que des contraintes, qui ne se sentent pas prêts ou préparés, et qui, du coup, vont être un peu en réserve. En 2012, il y avait eu ou en 2008, il y avait eu un rapport européen sur les transformations des entreprises, et l'étude disait que une transformation non accompagnée, qui n'a pas de sens pour les salariés, peut induire une baisse de productivité, de performance de l'entreprise pendant 3 ans avant que le niveau revienne à un niveau acceptable. Donc, en général, quand il y a des transformations, c'est pour aussi accompagner l'entreprise dans sa production, dans ses projets, dans sa performance, voilà. Et quand on parle de performance, faut pas parler uniquement de performance économique, hein, on est sur une performance globale, sociale, etc. Et donc, le dialogue social, normalement, il doit permettre ça. Et là, du coup, ce sont des gros enjeux. Et au même titre que pour faire du télétravail ou apprendre ou utiliser un nouvel outil numérique, il faut apprendre ça. Il faut apprendre, il faut construire et il faut apprendre la participation au dialogue social. Alors effectivement, quelquefois, il y a ce qu'on appelle des formations communes hein, qui permettent et aux employeurs et aux représentants des salariés de se mettre autour de la table et de se former ensemble sur un sujet. Ça peut être une très bonne solution, mais c'est pas toujours le cas. Et puis l'état des pratiques de négociation en France dans les entreprises est divers, de par leur taille, de par leur secteur professionnel d'origine, de par l'antériorité de la pratique du dialogue social, de la culture, et que du coup ça nécessite bien évidemment de progresser partout. Hein. Alors il y a des endroits où ça se passe très très bien, et que c'est régulier, et que ça produit, et que d'autres où c'est plus poussif, plus difficile, mais au final, il faut que sur ces questions de transformation digitale qui de toute façon vont percuter toutes les entreprises, il va falloir quand même qu'on puisse s'y mettre et que les salariés, les
premiers concernés quant à leurs conditions de travail et l'organisation du travail et la façon dont ils font leur travail, ils soient aussi au cœur du dispositif et du dialogue social. Alors, si vous aviez un conseil pour conclure ce regard croisé, ce temps, un conseil justement aux acteurs de l'entreprise pour aborder les questions d'inclusion et ne pas générer finalement plus de risques professionnels et de risques psychosociaux et de risques d'exclusion des populations au travail, ce serait lequel ? En un mot? Un conseil, moi je pense que c'est l'idée d'appréhender le sujet très en amont, en proactif et non pas en réactif par rapport à un outil. C'est se saisir de la capacité d'accompagner l'employeur sur de l'outillage un peu concret, opérationnel. Par exemple, nous, on a développé un outil avec Didactem qui est un outil d'autodiagnostic, qui sont quelques indicateurs. L'employeur rentre ces indicateurs et ça lui sort automatiquement, en fonction des indicateurs qu'il a remplis, son document d'évaluation des risques professionnels qui lui permet de fonctionner et de mettre en adéquation le numérique avec la prévention des risques dans l'entreprise. Donc je pense que ce qui est important, c'est parce que c'est une responsabilité de l'employeur, c'est vraiment, oui, c'est pour l'employeur, moi dans ma vision d'employeur, c'est vraiment que l'employeur soit extrêmement vigilant sur l'impact de ces outils-là sur sa responsabilité en termes de sécurité et santé des salariés et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc c'est d'accompagner en formation et en outillage tous les employeurs sur ces sujets à travers des outils ad hoc. Moi, je pense que la clé, c'est de ne pas avoir une appréciation tranchée, c'est-à-dire que le digital va tout faire tout bien, ou le digital, c'est ouh là là, faut pas y toucher, c'est pas bien, voilà. Je pense que on retrouve encore toujours dans les entreprises ces postures qui font que au final, on ne s'entend pas et on ne se comprend pas, et que ces évolutions, il faut qu'elles se fassent pas à pas et qu'elles se fassent de façon concertée. Et c'est ça qui permettra aussi de trouver les voies de passage qui permettront l'inclusion des personnes, y compris, on n'en a pas parlé, on a parlé des risques professionnels, mais par exemple des personnes en situation de handicap ou les personnes qui doivent, du fait d'une maladie, être en distance du lieu de l'entreprise, etc. On peut aussi trouver, par les outils numériques, des voies de passage pour permettre le maintien en emploi du salarié concerné et donc du coup de dépasser ces clivages que l'on retrouve encore le digital c'est bien ou le digital c'est pas bien. Je pense que il y a quelque chose entre les deux qu'il faut travailler ensemble, collectivement. Voilà. Et donc j'entends dans vos deux contributions peut-être le fait de ralentir ou de prendre le temps, en tout cas, de prendre le temps face à l'urgence du numérique, de concerter, de trouver les voies de passage acceptables pour les uns et pour les autres, quoi. Ben voilà, ça peut être nos mots de conclusion. Merci beaucoup, voilà. Merci. Donc ce n'était pas un temps de LCP, mais bien de NEC, mais il était important, voilà, de revenir aux mécanismes d'action et aux leviers possibles dans les entreprises. Et j'en profite juste pour dire un mot en conclusion. Le réseau Anactaract, avec quelques-uns de ses partenaires comme Astrée, Chronos et la Mednum, va à partir de 2021 justement essayer dans une expédition commune, essayer de concevoir et d'expérimenter de nouvelles formes de médiation en entreprise qui réunirait justement des acteurs de la médiation numérique et des experts travail de l'autre et de voir comment les deux peuvent agir pour en tout cas une non-dégradation des conditions de travail, voire une amélioration de celles-ci. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci.